Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans la vie et les idées d'une figure incontournable de la Rome antique, Lucius Annaeus Seneca, enfin Sénèque le jeune comme on dit souvent. Un nom clé du stoïcisme, bien sûr, mais c'était aussi un homme avec plein de casquettes, homme d'État influent, dramaturge et philosophe. Et son influence, elle dure encore. Oui, tout à fait. Pour nous guider, on s'appuie sur un script qui résume un peu sa vie, ses idées principales. L'objectif, c'est pas juste de faire une bio, c'est de comprendre qui était cet homme, qui était quand même assez complexe, et de saisir ses idées fondamentales. Et surtout de voir pourquoi ça nous parle encore 2000 ans après. C'est ça. Ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est le contraste. Sa vie publique, la richesse, le pouvoir immense, presque absolu, avec Néron. Oui, Et d'un autre côté, une philosophie qui prône plutôt le détachement, la simplicité, la sérénité. c'est un paradoxe fascinant. Alors, allons-y, explorons un peu l'univers de Sénèque. Pour commencer, peut-être situer le personnage. Il est né vers 4 avant Jésus-Christ à Corduba, en Hispanie, l'actuelle Cordoue en Espagne, C'est ça. mais c'est à Rome qu'il a passé le plus clair de sa vie, qu'il a fait sa carrière. Oui, et quelle carrière, hein. C'est pas juste un penseur dans sa tour d'ivoire, hein. Sénèque, il était vraiment au cœur des affaires de son temps. Philosophe écouté, oui, mais surtout, son rôle marquant, ça a été d'être précepteur, puis conseiller très influent de l'empereur Néron. Précepteur de Néron, quand même. Il faut imaginer la position, quoi. Être au centre du pouvoir impérial, avec toutes les intrigues, les dangers, et en même temps, essayer de guider un jeune empereur avec des principes philosophiques. C'est une tension constante entre l'idéal et la réelle politique romaine, quoi. Et cette tension, on a l'impression qu'elle marque toute sa vie, en fait. D'un côté, il amasse une fortune énorme, il devient un des hommes les plus riches de Rome, il a un pouvoir politique considérable. Oui. Et de l'autre, sa vie est jalonnée de revers assez brutaux. L'exil sous Caligula, puis sous Claude, les accusations, les rivalités permanentes à la cour de Néron. C'est ça. On est loin de l'image du sage, tranquille et retiré du monde. Mais c'est justement ça, je pense. Cette immersion dans le tumulte qui donne une force particulière à ses écrits. Paradoxalement, il ne théorise pas depuis une position de confort complètement détachée. Sa philosophie, elle est forgée au contact du pouvoir, de l'ambition, de la trahison, de la fragilité de la fortune, quoi. Oui, c'est du vécu. Exactement. Et sa fin, c'est une illustration assez poignante. Acculé au suicide par Néron, son ancien élève, devenu tyran paranoïaque. Ah oui ? Les récits qu'on a, notamment celui de Tacite, décrivent un Sénèque qui fait face à la mort avec un calme, une dignité remarquable, presque comme une dernière leçon pratique. Il a appliqué sa propre philosophie jusqu'au bout alors. C'est plus qu'une théorie, c'est une manière de vivre. Et même de mourir. Tiens, et Sénèque en particulier, la philo, c'est pas juste un exercice intellectuel abstrait, hein. C'est un art de vivre. Une préparation constante pour affronter les aléas de la vie, y compris l'épreuve finale. Savoir bien mourir en étant cohérent avec ses principes, c'était vu comme l'aboutissement d'une vie bien menée. Sa mort, telle qu'on la raconte, elle incarne cette idée, le contrôle de soi face à l'inévitable, l'acceptation sereine de ce qui ne dépend pas de nous. Et c'est là, je trouve, que sa pensée devient vraiment intéressante, pertinente. On pourrait penser qu'une vie aussi agitée l'aurait rendu cynique ou désespéré. Oui. Mais non, c'est peut-être justement cette expérience directe des hauts et des bas qui nourrit la profondeur de ses conseils pour atteindre une forme de sagesse, de tranquillité intérieure. Alors, justement, explorons ces enseignements clés qu'on trouve dans ses écrits, ses lettres, ses essais, ses dialogues. Une idée forte qui revient tout le temps, c'est notre rapport au temps. Sa formule dans « De la brièveté de la vie » est célèbre et elle est percutante. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Ça sonne presque comme une accusation, non ? C'est une interpellation, c'est sûr. Sénèque nous met face à une vérité qui peut déranger. Ce sentiment de manquer de temps, cette course permanente que beaucoup ressentent. Ça vient pas tant de la durée limitée de notre vie que de la façon dont on dilapide cette ressource qui est unique. Il insiste là-dessus. Oui, il dit que le temps, c'est notre bien le plus précieux, le seul qui, une fois perdu, ne revient jamais, contrairement à l'argent ou aux biens matériels, quoi. Mais qu'est-ce qu'il entend par gaspiller son temps ? C'est les loisirs, le repos ? Pas tant les loisirs nécessaires, non. Plutôt les activités vaines ou celles qu'on subit passivement. Il pointe du doigt le temps perdu en préoccupations futiles, en obligations sociales un peu vides, à courir après la reconnaissance ou le statut, ou même en regret sur le passé ou en angoisse sur l'avenir. Les ruminations, quoi. Voilà,
Il critique aussi ceux qui vivent pour les autres, qui sont aliénés dans des tâches qui ne leur correspondent pas vraiment. En gros, il nous invite à faire un audit de nos journées. Où passe notre temps, réellement? Est-ce qu'il est investi dans ce qui compte pour nous? Notre développement intérieur, les relations authentiques, la contemplation, agir justement. Ou alors, Est-ce qu'il est bouffé par l'agitation, la dispersion, l'attente passive d'un futur où on commencerait enfin à vivre? L'enjeu, c'est de reprendre possession de notre temps, de vivre chaque moment avec intention, avec conscience. cette idée de se recentrer, de reprendre le contrôle, ça nous amène à un autre pilier du stoïcisme très fort chez Sénèque, à la fameuse dichotomie du contrôle. L'idée qu'il faut séparer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est sans doute le principe le plus central et le plus pratique de la philosophie stoïcienne. Sénèque insiste beaucoup là-dessus. Notre énergie, notre attention, nos efforts, ils doivent se concentrer uniquement sur ce qui est dans notre sphère d'influence directe. Et ça, c'est quoi concrètement? Essentiellement notre monde intérieur. Nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos aversions et les actions qui découlent de nos choix volontaires, nos pensées, nos décisions, en somme. D'accord. Et pour tout le reste? La santé, la réputation, la richesse, ce que font les autres, les événements mondiaux, même la météo. Tout ça, ça nous échappe, au moins en partie. Quelle est l'attitude à avoir? L'acceptation. Mais attention, c'est pas une résignation passive, genre bah tant pis. Non, c'est pas ça. C'est une acceptation active, lucide, pleine d'équanimité, ce mot stoïcien pour la sérénité, le calme intérieur face aux événements, qu'ils soient bons ou mauvais. Il s'agit de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans se révolter inutilement contre ce qu'on ne peut pas changer. C'est une discipline mentale, c'est exigeant. J'imagine. Ça vise à nous libérer de la souffrance émotionnelle qui vient souvent de nos attentes déçues ou de notre lutte contre l'inévitable. La tranquillité d'esprit, l'ataraxie, elle vient pas de notre capacité à contrôler le monde extérieur, mais de la maîtrise de notre réaction face à lui. C'est une distinction puissante, mais qui demande une vigilance de tous les instants, j'imagine. Oui. Et ça nous conduit logiquement à l'attitude face à la mort. Si la mort, c'est l'événement incontrôlable par excellence, comment on l'aborde selon Sénèque, lui qui l'a vécu de si près? En cohérence avec ce principe. La mort fait partie de l'ordre naturel des choses, elle est inévitable, et donc elle ne dépend pas de nous, quand elle arrive. La craindre de manière excessive, vivre dans l'angoisse de sa venue, c'est gaspiller le temps présent, c'est se tourmenter pour rien. Sénèque, comme les autres stoïciens, il voit pas la mort comme un mal en soi, mais comme une partie neutre de l'existence. Ce qui compte, c'est comment on l'accueille. L'attitude sage, c'est de l'accepter avec courage, avec lucidité. Méditer sur sa propre finitude, le fameux memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, c'est pas morbide dans cette optique. Non, c'est un outil. C'est un exercice qui donne de la valeur au présent, qui aide à hiérarchiser les priorités et à vivre plus pleinement, en se détachant des futilités. Se préparer à bien mourir, ça fait partie de l'art de bien vivre. Parlons maintenant d'un sujet qui fait souvent débat, la richesse. Sénèque était richissime. Oui. Comment on concilie ça avec ces mises en garde contre le luxe, l'attachement aux biens matériels? Il n'y a pas une contradiction énorme, voire de l'hypocrisie? C'est une tension réelle et on lui a souvent reproché, c'est vrai. La défense de Sénèque, si on lit ses écrits, elle repose sur une distinction assez subtile. Il ne condamne pas la richesse en soi. Pour les stoïciens, ça peut être un indifférent préférable, c'est-à-dire ni bon ni mauvais moralement, mais ça peut être utile si on s'en sert bien. D'accord. Le problème, c'est pas d'avoir des richesses, c'est d'en être possédé. Le vrai danger, c'est l'attachement excessif, c'est de faire de l'accumulation le but de sa vie, de laisser ses désirs matériels diriger ses choix et troubler sa paix intérieure. Donc pour lui, on pouvait être riche et stoïcien? Oui, à condition que cette richesse soit vue pour ce qu'elle est, un bien extérieur, précaire, qui définit pas la valeur d'une personne. La vraie richesse pour Sénèque, elle est intérieure. Elle est dans la vertu, la sagesse, le contentement, savoir se satisfaire de ce qu'on a, même de peu, la modération des désirs. Il disait qu'il préférait maîtriser ses richesses plutôt qu'en être l'esclave. C'est une défense habile. Certains diront que c'est une justification un peu facile, d'autres que c'est une application cohérente du principe de contrôle. La richesse est extérieure, ce qui compte, c'est notre attitude intérieure face à elle. Peut-être qu'il utilisait sa propre situation comme un laboratoire philosophique, qui sait? Phrase. Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail le corps. C'est quoi la logique derrière ça?
C'est une vision qui transforme notre regard sur les épreuves. Au lieu de voir les obstacles, les échecs, les critiques, les pertes comme des catastrophes à éviter à tout prix, Sénèque les voit comme des opportunités de croissance. Chaque difficulté, c'est une occasion de mettre en pratique les principes stoïciens, de tester sa force d'âme, de cultiver la résilience, le courage, la patience, les vertus importantes. C'est un entraînement en fait. Exactement. Un entraînement pour l'esprit. Comme un athlète développe ses muscles par l'effort, par la résistance, notre caractère se forge et se renforce dans l'épreuve. L'adversité bien gérée, c'est pas une punition, c'est un maître exigeant qui nous aide à découvrir nos capacités et à avancer sur le chemin de la sagesse. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de changer notre regard sur elle quand elle arrive. Ces idées sont fortes et elles semblent intemporelles. Ce qui amène la question, pourquoi lire Sénèque aujourd'hui, dans notre monde si différent de la Rome impériale? Qu'est-ce que sa pensée peut nous apporter, concrètement au XXIe siècle? Sa pertinence est frappante. Peut-être même plus aujourd'hui qu'à d'autres époques, j'aurais tendance à dire. Face aux défis qu'on connaît, la société de consommation, le culte de l'instantané, la pression de la performance, l'infobésité, l'anxiété liée à l'incertitude économique et écologique, les enseignements de Sénèque offrent des contrepoints précieux. Son appel à ralentir, à distinguer l'essentiel du superflu, à privilégier la qualité du temps vécu sur l'accumulation matérielle, ça résonne fort avec la quête actuelle d'une vie plus simple, plus consciente, avec plus de sens. On entend beaucoup parler de stoïcisme aujourd'hui, c'est vrai, parfois lié au développement personnel, à la gestion du stress. Il y a un lien direct, hein. Ah oui, absolument. Beaucoup de techniques modernes de gestion des émotions, de renforcement de la résilience, ou même des thérapies cognitives et comportementales, les TCC, elles trouvent leurs racines, parfois explicitement, parfois non, dans les pratiques stoïciennes. Des exercices comme la préméditation des mots, imaginer les difficultés pour mieux s'y préparer mentalement. Oui, anticiper. Voilà. Ou la discipline constante de distinguer ce qui dépend de nous du reste. Ce sont des outils psychologiques que Sénèque et les autres stoïciens utilisaient déjà il y a 2000 ans. La pleine conscience, le mindfulness, même si ça vient aussi d'ailleurs. Ça partage avec le stoïcisme cette attention à l'instant présent, à l'observation sans jugement de nos pensées, de nos émotions. C'est fou de voir ces ponts entre l'Antiquité et aujourd'hui. Et au-delà des outils pratiques, Sénèque reste une source d'inspiration philosophique profonde. Son insistance sur la force intérieure, sur le courage face à l'adversité, sur notre responsabilité dans nos jugements et nos actions, ça donne un ancrage solide dans un monde qui peut paraître chaotique. Il propose une voie vers une forme de liberté, de paix intérieure, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre attitude. C'est une quête de stabilité, de sens qui traverse vraiment les âges. Donc, loin d'être juste une curiosité historique, la pensée de Sénèque, c'est une sorte de manuel de navigation pour la vie, en fait. Pertinent, peu importe les tempêtes extérieures. Si on devait résumer l'essentiel, on pourrait dire que Sénèque nous montre comment la philo peut être un outil concret pour mieux vivre. Le cœur du truc, c'est se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser, notre esprit, nos choix, nos réactions, et apprendre à accepter avec courage et sérénité ce qui nous échappe. C'est ça. Et son message sur la valeur immense du temps, sur l'importance de ne pas le gaspiller en agitation inutile, ça reste d'une actualité incroyable. Tout à fait. Et pour prolonger un peu la réflexion après notre échange, on pourrait se poser une question, tiens, si Sénèque, avec sa lucidité forgée au cœur des troubles de Rome, observait notre époque, avec ses défis bien spécifiques comme l'hyperconnexion, la surcharge d'infos, la comparaison sociale permanente sur les réseaux. Bonne question. Comment est-ce qu'on imaginerait qu'il adapterait ses conseils ? Quels exercices spécifiques il nous proposerait, peut-être pour appliquer ces principes de contrôle intérieur et d'acceptation face à ces nouvelles formes de dispersion et d'adversité mentale ? Excellente question à laisser en suspens. Notre exploration de la pensée de Sénèque s'arrête là pour aujourd'hui.